Allez, venez avec moi, on va voir Dorian Boccolacci. Toujours pour un rêve et je voulais devenir pilote de Formule 1. C'était vraiment mon rêve, il n'y avait que ça qui comptait. Bon, salut Dorian, tu vas bien? Ouais, c'est vrai toi. Ouais, super. Dis-moi, tu préfères qu'on t'appelle Dorian ou Bocco? Ah, j'aime bien, disons, la famille d'Orient, parce que ça fait un peu bizarre en famille Bocco quand même. Mais sinon, sur les courses, ouais, Bocco. Ok, ça va, ça marche. On va t'appeler comme ça, alors. Allez, ça marche. Alors, Bocco, le mot minot, si tu veux, tu l'emploies souvent dans tes vidéos. Et j'aimerais savoir, parce que moi, si tu veux, pour moi, le mot minot, c'est frappant quand il y en a. Quand j'entends le mot minot, ça me rappelle quelqu'un, quand j'étais jeune, qui m'a fait comme ça. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire d'où ça vient, minot? Milo, alors déjà, c'est un truc qu'on emploie, enfin un mot qu'on emploie pas mal dans le sud. Et là, du coup, on est chez moi et juste à côté, j'ai mon voisin et qui m'appelle Mino. Et du coup, c'est parti de là. C'est juste parti de ça parce que j'aimais bien, je trouvais que ça sympa, ça fait familial un peu. Les gens comprennent de suite que je viens du sud et voilà, je trouvais que c'était bien. C'est quelqu'un qu'on aime bien, des petits jeunes, voilà, qu'on veut accompagner, qu'on va apprendre, voilà et du coup, vu qu'à travers mes vidéos, j'apprends le sport automobile, au Mino justement, bah, du coup, je trouvais ça sympa. Bon, alors justement, quand tu étais minot, c'est quel pilote qui t'a inspiré le plus cette passion-là et qui t'a donné envie de devenir pilote et devenir le mec que t'es maintenant? Je me rappelle, quand j'ai commencé le karting, donc je devais avoir peut-être 6 7 ans, donc très, très jeune et à cette époque-là, Michael Schumacher gagnait beaucoup, beaucoup de grands prix, beaucoup de championnats du monde et alors là, c'est vraiment un pilote qui m'a vraiment donné envie de poursuivre, en sport automobile, vouloir faire de la Formule 1 et pour faire de la Formule 1, bien sûr, c'est, passer par le karting et toutes ces étapes donc voilà, ça a vraiment commencé par ça. D'accord, donc toi tu faisais partie des pilotes qui aimaient Schumacher alors qu'il y en a beaucoup qui le détestaient. Moi, j'aimais tout simplement Schumacher parce que, bah, d'un œil extérieur, tout petit, tu vois le mec qui gagne, tu as envie de gagner aussi et donc voilà, tout simplement, c'est pour gagner. Bon, beaucoup, raconte-nous un peu ton parcours. T'as fait quoi du karting jusqu'à maintenant? Essaie de nous synthétiser ça rapidement pour les gens qui te connaissent pas. Si tu 2 heures, on peut la vie. Non, Non, vas-y, fais-nous ça rapidement. très rapidement, alors j'ai commencé le karting il y a 7 ans et demi, très, très jeune. J'ai monté, forcément les échelons, du karting, régional au karting international. J'ai eu, beaucoup de titres, sur ma dernière année de karting, double SKO Series, Master Series et je me battais dans les meilleurs en championnat du monde et championnat d'Europe. Et ensuite, je suis parti en monoplace, Formule 4 jusqu'à la Formule 2, l'antichambre de la Formule 2. On sait que la Formule 2, ça coûte beaucoup d'argent, très compliqué de trouver les partenaires suffisants. Donc très vite, j'ai dû changer de voie. J'ai pas pu faire une année complète et je suis parti directement en GT parce que pour moi, c'était le GT, une catégorie qui était vraiment mise en avant par les constructeurs. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont impliqués dans le GT et ça peut t'emmener ensuite à aller faire les 24 heures du Mans, qui est du coup mon rêve maintenant, mon nouveau rêve. Avant c'était la Formule 1, maintenant c'est de gagner les 24 heures du Mans avec Porsche. Pour continuer, c'est quoi ton programme cette année? Tu vas faire quoi? Alors, je vais refaire de la Porsche GT3 en endurance et aussi en sprint. J'ai signé un contrat avec Porsche Asie Pacifique, enfin Porsche Motorsports Asie Pacifique. Donc en fait, tu es pilote officiel Porsche. Alors, je suis pas réellement officiel Porsche en Allemagne. En fait, j'ai un contrat avec l'Asie et le Pacifique. Donc, en fait, je vais faire les championnats en Asie, en Australie. D'accord. Et j'ai quand même un championnat en Europe qui est le championnat, enfin, un championnat, quelques courses en Europe, qui est le championnat NLS, où en gros, c'est sur le Nürburgring, le Nordschleife, le grand circuit de 25 kilomètres, où il va y avoir du coup les 24 heures du Nürburgring en juin. Ok. Et comment on dit minot en chinois? En Chine? Je sais pas. C'est quoi pour toi la grosse différence entre la monoplace et ta et ta Porsche actuelle? Alors la plus grande différence, je vais dire vraiment quand je suis passé la formule, la monoplace au GT, le poids, c'est vraiment quelque chose qui m'a entre guillemets pas choqué, mais un petit peu parce que en monoplace, tu peux te préparer avant un virage assez tardivement, freiner et la voiture, elle reste, elle bouge pas dans tous les sens. Là en GT et surtout en Porsche Cup, ce que je faisais avant, quand tu viens de préparer, il faut anticiper beaucoup plus tout ce que tu vas faire parce que le poids est un facteur très important en GT. Alors, on t'a vu quand même rouler dans plusieurs catégories. Tu as
tu fais de la GT, tu as fait du trophée Andros, tu as fait de la monoplace, tu as fait du karting. C'est laquelle de catégorie qui t'a fait le plus kiffer? Quand tu sors de la bagnole ou tu as la plus grosse banane, on va dire? Alors, déjà, d'une manière générale, dès que je suis derrière un volant, qu'il y a un moteur et que ça glisse, qu'il y ait du grip ou peu importe, déjà, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est pour ça que dans mes vidéos sur YouTube, j'essaie de diversifier un petit peu tous les sports automobiles, d'aller découvrir d'autres sports automobiles comme le camion de course. J'ai fait des essais en drift, j'ai fait un rallye sur championnat de France sur terre, terre de Vaucluse. J'ai fait aussi le rallye cross à Loyac et j'essaie de découvrir un maximum parce que ça me plaît. Mais c'est vrai que dans une monoplace et dans une monoplace qui marche fort, type une Formule 2 par exemple, c'est en fait quelque chose que tu peux pas réellement imaginer tant que t'as pas essayé. En fait, les gens, ils peuvent s'imaginer une voiture qui roule, à la limite une GT, bon, ça c'est lourd, c'est un peu plus lourd, donc on peut peut-être imaginer, mais une Formule, on se rend pas compte en fait la vitesse où tu peux passer dans les virages. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu parce que forcément, c'est une expérience inédite, quoi. Et puis, je prends des sensations de fou. Ouais, ils peuvent pas imaginer, mais en plus de ça, ils se rendent même pas compte des contraintes physiques que ça apporte. Bah, déjà, enfin, en Formule 2, tu as pas de direction assistée. Bah, en Formule 1, ils ont un petit peu, mais en Formule 2, il y a pas de direction assistée. Je me rappelle, au Paul Ricard, quand tu arrives, tu as ta signe et le bossé, donc le long Ouais. en droite, sur le pneu neuf en qualification. Il y a des moments où tu mets toute ta force pour prendre le droite à fond, le 2e droite et Parce que tu rentres, ça freine là ou tu non, soulages du tu coup, soulages? tu rentres, enfin, tu rentres à fond quasiment et après tu soulages juste après, mais au moment où tu rentres, le Ah non, mais il faut la tenir, faut la tenir et en fait, c'est des choses qu'on se rend pas compte quand on roule avec une voiture de tous les jours parce que direction assistée, tu arrêtes comme ça une main, l'autre ouais, vient, c'est ça, que crois qu'il ouais. fait. Donc là, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît. Bah, justement, pour tous ces minots et ces passionnés qui te suivent, j'ai peut-être une petite question auquel tu as déjà répondu dans tes vidéos, mais en tout cas, j'aimerais qu'on le fasse partager sur la chaîne Racing Lube. Est-ce que le simulateur maintenant est vraiment un plus pour les pilotes qui veulent grandir? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Je m'en rendais pas forcément compte à l'époque, quand j'étais plus jeune et quand j'étais en monoplace parce que, bah, c'était vraiment le début où les simulateurs, disons maison, où tu pouvais avoir un simulateur à la maison, et commençaient à être performants et on n'avait pas trop l'impact d'après, de ce qui était bénéfique le simulateur pour un pilote. Parce que, beh, avant ma génération, on va dire qu'il y avait pas trop de moins de simu qui Pas du tout, ouais, ouais, pas du tout. Moi et ma génération, il y en avait pas. voilà, du coup, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment, primordial parce que, beh, comme tous les sports, que tu fasses du tennis, du foot, peu importe, tu es tout le temps sur le terrain et là, le sport automobile, ça coûte beaucoup d'argent donc les temps de roulage sont limités avec des essais, avec des courses. On ne peut pas s'entraîner tous les jours et le fait d'avoir un simulateur et de pouvoir s'entraîner permet justement de garder le rythme. En tout cas, ça ne sera pas plus mauvais et ça te permet quand même de ne pas perdre trop pendant les longues phases d'attente et je trouve que c'est intéressant aussi pour, travailler. On peut faire des courses, on peut avoir la pression d'un tour, on peut avoir Donc, si tu veux, pour toi, le simulateur, c'est encore plus que simplement apprendre la piste, quoi. voilà, ouais, c'est en fait, tu as plusieurs outils, donc tu peux apprendre une piste, prendre le rythme de la piste, apprendre une piste, ça c'est très, très bien, mais une fois, que tu as appris la piste, l'objectif aussi, c'est vraiment de garder le rythme, de faire des courses sur internet avec, différents moi j'utilise iRacing, mais tu peux faire des courses, du coup, tu te mets en condition course avec la pression où tu as que 2 tours, où tu dois faire le meilleur temps possible, donc on va dire que la pression que tu as pendant un tour où tu es sur un bon tour que tu dois connaître aussi et que tu arrives sur les 2 ou derniers virages et que tu te dis: «Putain, faut pas que je foire». Bon, ben ça, si tu le travailles régulièrement au simulateur, c'est un truc que Ouais, tu auras moins de stress après. exactement, tu vas te concentrer sur d'autres choses, plus importantes, c'est-à-dire, voilà, beh, pour prendre bien le virage, il faut que je freine bien comme ça, comme ci, comme ça et tu vas te, focaliser sur d'autres choses, plutôt que le stress que tu vas avoir pendant le tour, tu vois? Et justement, est-ce que avec tes ingénieurs à l'époque en monoplace ou maintenant en GT, heu, vous travaillez en symbiose là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que ton ingénieur de piste te dit, «Ça serait bien que sur le simu tu travailles ça» ou «Ça serait bien que tu regardes tel réglage parce que je sais qu'on peut changer justement des réglages»? Est-ce que ça, il y a une symbiose entre les 2 ou pas du tout?
pas trop. Enfin, en tout cas, moi, maintenant, pas trop. Je trouve pas qu'il y a une symbiose là-dessus parce que bon, les simulateurs, ça reste quand même un simulateur maison que quand on regarde tout ce qui peut être changé sur la voiture par rapport aux conditions de piste, par rapport à qui roule, enfin, quel pneu a roulé avant nous, etc. C'est trop loin de ce qu'on peut avoir sur le simulateur. Pour moi, tu peux pas vraiment faire des réglages et faire les mêmes réglages après sur la voiture. À part les gros simulateurs de Formule 1 où là, ils ont vraiment des acquisitions de malades et ça coûte des millions d'euros. Sinon, sur les techniques de pilotage, je pense que au début de la carrière, genre quand tu es en Formule 4, Formule 3, vraiment au tout début, là, ça peut, tu vois, tu as des ingénieurs qui sont aussi un petit peu coach, on va dire, et qui analysent ton style de pilotage. Et ils voient si tu freines assez fort, pas assez fort, si tu as tendance à relâcher trop vite les freins et quoi. Et c'est quelque chose, après, si tu as le simulateur chez toi, tu peux après retravailler, voir avec je sais pas, des exercices justement pour te concentrer à garder la pression et après regarder les datas sur le simulateur pour voir un petit peu les courbes et comment tu réagis. Je pense que ça peut se travailler. Tu t'y connais un peu en huile ou pas du tout? En quoi? En huile. En huile de massage, peut-être. En huile de massage? Ah ouais, d'accord. Ah, pourquoi t'es masseur ou tu te fais masser? Je me fais masser. Ah, c'est ça l'avantage. C'est roulé en Chine, hein. Sinon, l'huile d'olive aussi dans la salade. Donc tu t'y connais pas du tout? Bah écoute, moins que toi. Ouais, je t'ai pas dit que j'y connaissais beaucoup. Non, alors par exemple, si je te pose des questions toutes bêtes, tu vois, ça, je l'ai même pas préparé. Vas-y. On va faire un petit, on va faire un petit questionnaire F1 et pétrolier. Donc cette année, Alpine, c'est quoi le pétrolier qui va en face? Ouais, je sais même pas. Eni? Je sais même pas. Bah tu sais pas. Non. Ils ont viré Castrol ou Castrol a viré. Ah bah, je savais qu'il y avait Ouais. Castrol, mais je savais qu'il y avait. Mais maintenant, c'est Eni. Ok, bon. Donc Ferrari, Je sais pas. Shell, Ok, putain, Mercedes. c'est trop bien. Ah, tu vois? Mais en fait, c'est pourquoi? Allez, C'est pourquoi? pourquoi? Parce que j'étais au circuit de Petronas. C'est pas. C'est pas un beau. Qui on n'a pas cité comme marque de Formule 1? Ah si. Ouais, là, tu ne sauras pas répondre. Williams. Con. Moi, je sais, ils roulent avec des kills. Ils ont la pile roule. Ah, ça, c'est. Ouais. Bon, ça, j'en vends pas, donc je rigole. Non, Williams, c'est Gulf. Ok. Mais attends, mais ils ont sorti en plus de merchandising avec Golf. Ouais. Bah, maintenant, Gulf, ils sont plutôt pros en merchandising qu'en huile, mais bah, ça reste un manufacturier, quoi. Vu que tu es un grand professionnel, parle-nous un peu des huiles. Tu peux nous raconter un peu les viscosités, ce que tu utilises, ce que tu mets dans la voiture de ta femme, dans la voiture de ta mère, dans la voiture de ton père? Je sais, franchement, je sais pas. Ah ouais? Non, Mais tu tires souvent la jauge, enfin le niveau? Jamais? quasiment jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que je pense à faire. Ah ouais, t'attends que ça s'allume, quoi. Voilà. À part la Porsche GT3 RS, du coup, on était sur circuit. Ah, mais c'est pas toi qui le fais. Ah non. Ah, voilà. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a aidé et qui t'aide encore? Ouais, je pense que le meilleur conseil, c'est les autres, ils ont 2 bras, 2 jambes, comme nous. Et pour faire la différence, il faut travailler plus, mais plus intelligemment aussi. Voilà. Ok. Et le pire? Le pire, C'est le pire, mec qui est venu, en vrai, ouais, qui est venu t'emboucaner, quoi, en fait. le pire, je pense qu'en fait, j'ai une mémoire très sélective et que si j'ai capté que c'était le pire, j'ai dû l'oublier, mais très très rapidement, je pense. C'est vrai. Je pense que ouais, en vrai, t'as tellement de choses à réfléchir que le truc qui te sert à rien, tu zappes. Je sais plus. Bah, t'as une mémoire sélective, mais ton pire souvenir, ta plus grosse erreur que t'aies faite en course? Ma plus Un grosse, truc, truc à la con. ouais, non, mais un truc où tu te détestes, quoi. Tu te dis: «Putain, mais». Moi, j'en ai fait. On en fait plein hein, dans une carrière. Mais un truc à la con, vraiment un truc à la con, c'est par exemple en Autriche, j'étais en Formule 3 et là, je crois que j'étais 7e parce que c'était grille, je sais plus si c'est grille inversée, enfin, je me rappelle plus bien s'il y a des circonstances de la course, mais en tout cas, c'était le dernier tour. Et je sais pas pourquoi, mais moi, c'était toujours à fond, un peu comme. Ouais, ouais. Mais Bacassa, Bacassa? jusqu'au bout, tu vois, genre, et moi, une position, c'est une position. Mais sauf qu'après, avec la maturité et tout, tu te rends compte que tu as des positions. Ça sert enfin, Ouais. tu jauges le degré de risque. 7 ou 6, ça Voilà. change pas grand-chose. Si tu fais, par exemple, 2e ou 1er et que si tu fais 1er, tu gagnes le championnat, par exemple,
tu peux avoir un niveau de risque très élevé pour moi. Et te dire que même si tu as une chance sur 10 que ça passe, si tu le tentes pas, tu vas regretter ça toute ta vie. Par contre, que tu fasses un dépassement risqué, que tu finisses 8e ou 7e, que ça te change un point au championnat et que tu risques beaucoup, ben là, c'est pas réfléchi. Donc ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté 3 tonneaux. But this was the enormous crash. Dorian Boccolacci just couldn't make his mind up which way to go. And that is truly spectacular. And then into the gravel that sent him over. You can see the hands off the steering wheel at that point. That is a violent, violent crash. And see the camera ripped off the top of the car, the floor cracked. Et c'est quoi le meilleur souvenir? Le truc que tu as fait, un truc de dingue où tu es passé de statut de pilote en héros, on va dire? Est-ce qu'il y a un moment comme ça? Il y a quelques moments, alors là, qui me vient à l'esprit, j'en ai un en karting. J'en ai un en karting parce que j'avais fait la Coupe du Monde en KZ2 en 2013. J'avais très très peu de roulage en KZ, donc c'est des kartings à vitesse. Ouais. Et moi, je roulais que en karting sans vitesse. Et là, je fais 15 jours de préparation, je fais une course de préparation. Et ensuite, je fais la Coupe du Monde direct et je gagne cette course-là. Ça s'est joué aux 2 derniers tours de la course. J'étais en tout cas le plus jeune à avoir gagné cette course-là à l'époque et je pense que je suis parmi les plus jeunes ou encore le plus jeune à l'avoir gagné. Et vraiment, je me rappelle, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux quand j'ai fini la course et j'ai jamais eu cette sensation-là parce que ça s'est vraiment joué au dernier moment et je me rappelle, pendant la course que je m'étais dit enfin, j'étais 2e toute la course, Derrière qui? derrière, un Australien, Bray, il s'appelle. Je sais pas, bon, il était beaucoup plus âgé que moi et justement l'année d'avant, il se battait avec Verstappen, pour la coupe du monde, pareil la même coupe du monde et bon, Verstappen, il s'était accroché avec lui, je crois et l'année d'après, il était encore en tête et là, enfin, je fais le dépassement, sur la fin donc vraiment beaucoup d'émotions au dernier moment et un bon souvenir. Alors quand on est pilote, c'est toujours facile sur les réseaux de montrer les beaux côtés, quand on est sur le podium, quand il y a du champagne, les belles voitures, les beaux casques, les belles combinaisons et tout, mais j'imagine que tu as dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là, que ta famille a dû faire aussi beaucoup de sacrifices. Donc est-ce que tu peux nous parler de toute la partie cachée qui nous permettent, justement de briller, après comme ça, aux yeux de tout le monde? Bon, bah, déjà, je pense que par rapport au fait que, un peu comme tous les sportifs de haut niveau, on va dire, quand on commence très, très jeune, la jeunesse, en fait, on la voit passer très, très rapidement et on n'a pas trop des moments, on va dire, heu, avec les amis, avec les trucs. En fait, on grandit très rapidement et on peut pas se permettre de faire, entre guillemets, les bêtises d'ado et ça, on va dire que c'est, je pense une bonne chose après, mais sur le moment, forcément quand tu vois les amis sortir, les trucs et cetera, que toi tu es dans ton truc, forcément parfois ça peut être un peu contraignant. Mais après quand ton objectif est très, très fort et ta passion est très, très forte, ça passe au-dessus de ça et je me suis jamais posé la question vraiment, «Est-ce que si je devais faire ça ou ça?» Ça a toujours été ça. Mais c'est vrai que c'est des moments que tu loupes un peu dans ta vie. Donc ça fait partie, des choses, Non, mais pour vraiment bien le situer, c'est quoi? C'est tu rates des sorties en boîte de nuit avec tes non, potes? pas forcément en boîte de nuit, mais c'est, genre quand tu as 15-16 ans, c'est passer du moment avec tes potes, tu es tout le temps, déplacement, truc, tu dois faire l'école, ensuite tu dois envoyer, directement en course, refaire l'école, course, refaire l'école, entraînement, apprendre l'anglais, enfin tu vois? Genre tu es vraiment, à bloc, à bloc, à bloc pendant une bonne partie, de ta jeunesse et du coup ça passe à une vitesse. Mais là, si justement, pour vraiment le montrer du doigt, c'est quoi qui pour toi t'a le plus manqué par rapport à tes potes qui ont une vie un peu plus classique? C'est du sport? Non, mais C'est ouvrir des en vrai, disons que j'ai pas, vraiment en fait, maintenant, enfin, pour moi, c'est que du positif. C'est que du positif. Après, il y a des choses qui sont contraignantes et que tu as pas forcément envie de faire sur le moment présent et cetera.
Mais quand tu le fais, tu es très content. Et pour moi, je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai pu faire, que ça soit pour l'école, pour retravailler les cours. Parfois, je rentrais le soir à 2 heures du matin des courses parce que ça finissait le soir en karting à 17 h, 18 h. Le temps de prendre l'avion au fin fond de l'Italie, prendre double avion, tu arrives à 2 heures du matin chez toi. Le lendemain, à 7 heures, à 7 heures, tu es debout pour aller en cours. Ouais, t'es fracassé. Fracassé, t'as pas fait les cours, ou t'as fait les cours, mais comme ça, parce que tu es en préparation. D'un côté, tu as le sport automobile de haut niveau, de l'autre côté, tu as les cours et que tu veux faire. Et ça, c'était une période un peu compliquée parce qu'il fallait tout arriver à enchaîner, et sauf que ça enchaînait, enchaînait, enchaînait. Et c'est vrai que ça demandait beaucoup de boulot. Voilà, c'est juste des moments contraignants. Non, mais en plus, quand tu arrives à l'école comme ça et que tu leur racontes que tu as pris 2 avions, que tu étais à l'autre bout d'Italie, que tu as fait une course de cartes, que tu as gagné, que tu pues encore un peu le champagne et tout, tes potes, ils arrivaient à te croire ou tu passais un peu pour le fou du village? Non, 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 ça va. Ça commençait déjà à être sur le journal, avoir des. Ils savaient, mais non, ce qui était un peu compliqué, c'est plus, on va dire, les profs où ils pensaient que j'étais parti en vacances tranquille, tu vois. Ouais. Donc, donc c'est ça qui était un peu plus, parce qu'au final, ça commence déjà à être. On est jeune, on n'est pas payé, mais au final, ce que je faisais à 13, 14 ans, 15 ans, c'est la même chose que je fais maintenant. Sauf que c'est différent. Maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'expérience, mais c'est comme si c'était un travail, enfin, un travail passion, on va dire, mais tu t'impliques comme un travail, quoi. Alors Racing Club te soutient maintenant via tes courses de karting, donc le Boko Kart. Zococar. Donc on est fiers d'être à tes côtés et Oui. d'être aux côtés de cette manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Je suis venu te voir à la course de Brignoles, ouais, je crois en fin d'année. Mon fils y a participé. Et en fait, j'ai vu que c'était un événement incroyable, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de passionnés. Tu as réussi à fédérer à travers le karting loisir beaucoup de monde, euh, de tout milieu en plus. C'est ça que j'ai trouvé génial, parce qu'il y a des vrais passionnés de karting, il y a des mecs qui y connaissent rien du tout, mais en fait, ils sont embrigadés par d'autres amis. Donc, franchement, j'ai trouvé ça génial et on s'est dit, bah tiens, on va le soutenir, on va l'aider. Parle-nous un peu du calendrier 2025 du Boko Kart. Qu'est-ce que tu vas proposer justement? Alors, l'année dernière, moi, j'ai fait 8 dates sur le Bococart. Cette année, je vais en faire un petit peu moins parce que je vais avoir beaucoup de courses à l'étranger, comme je le disais, en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, de partout. J'ai une vingtaine de courses. Donc, très peu de moments ici. Donc, je vais en faire que 5. Mais je vais en faire 5 vraiment dispatchés dans toute la France pour essayer d'aller justement voir tous les minots un maximum. Donc, on va commencer par la course à côté d'Annecy. Donc, c'est sur le circuit de Rumilly. Ouais. Euh, Ensuite, on va voir donc le circuit de Muret, qui est à côté de Toulouse. L'année dernière, on a eu 200 pilotes qui participaient à la course. Donc, c'est notre record l'année dernière. Et c'était sur le circuit, le maxi circuit, donc qui fait 2 km. En karting, c'est 2 km. Ah ouais, celui-là, je le connais pas. Voilà. Le petit En fait, normal, il y a 2 circuits côte à côte. Et en fait, ils sont jointés. ils sont joints justement donc ça, c'est vraiment un super événement. Ensuite, Bon, ça veut dire que tu peux mettre encore plus de cartes sur la grille de départ. exactement, c'est pour ça qu'on était 200 pilotes, parce qu'on était 41 cartes. Ah ouais, 41 cartes. ça va être un sacré foutoir sur la piste. Non, mais en vrai, vu qu'elle est grande, ça va. Vu qu'elle est grande, ça va. Non, mais au final, si tu fais, par exemple, Brignoles, qui fait un peu plus d'1 kilomètre ou 1 kilomètre, Ouais. 1 kilomètre, je sais plus exactement, du coup, vu que ça fait le double, c'est comme si à Brignoles, tu avais 20 cartes, quoi. Ouais. Donc ça va, Ouais, c'est bien. ça va. Et on peut aller même jusqu'à 30 cartes, hein. Du coup, ensuite, on va voir. Alors, je sais plus dans l'ordre exactement si c'est Angerville, donc à côté de pas loin de Paris, là. Et là, du coup, ça va me rappeler des souvenirs parce que j'ai roulé là-bas en karting. Du coup, on remplace le RKC qu'on a fait à côté de Paris par Angerville cette année pour changer un petit peu. Et côté, disons, Bretagne, on était au Mans avant. C'est pas vraiment la Bretagne, mais on était au Mans. Et maintenant, on va à côté de Plessé, sur le circuit de Plessé. Solo kart. Ouais. Tu connais? Ouais. Ok, bon, du coup, on va là-bas aussi. Et pour la dernière course, du coup, on finit ça dans le sud, à Brioles, là où tu étais. Bon, le final. Exactement. Ok. Ouais, top. Exactement. On sera là. Et donc
Ces événements-là qu'on a organisés avec le Boko Kart, justement, en fait, ça permettait de retrouver les minots qui me suivaient sur les réseaux, qui pouvaient pas peut-être forcément venir sur les circuits, sur les courses, que c'est trop loin, etc. Et là, le but, c'était un petit peu de faire comme, on va dire, un humoriste qui va se déplacer de ville en ville pour voir, du coup, les gens qui le suivent. Enfin, pour que les gens puissent aller voir, justement. Du coup, là, c'était la même chose et à travers la passion du sport automobile et pour que ça soit accessible à tout le monde, on a opté justement pour le karting de location, où tout le monde a déjà au moins essayé une fois un karting de location. Je vais te poser des questions, il faut que tu réponds du tac au tac. OK. Tu préfères gagner Le Mans et plus jamais rouler après, ou être un pilote toute ta vie, mais pilote tocard sans jamais rien gagner? Ah, tu leur as rajouté tocard? Ah ouais, bah ouais, Oh mais non, mais bah, jamais. je t'aide. Ah mais tocard, jamais de la vie, non, tu fou. Non, par contre, non, mais gagner Le Mans, tu malade ou quoi? Et après, écoute, hein, je vais faire du tennis du coup. Ouais, ou le commenter après, tu pourras le commenter. Non, Non? non, Tu veux pas être commentateur? non. OK. Alors écoute, hein, peut-être que vous verrez commentateur un jour. Ah bah, il faut jamais dire jamais. Et ouais, c'est quoi jamais je ne boirai la fontaine de l'eau? Il faut jamais dire jamais, La fontaine, non, je je sais sais ton ton nom. ouais, c'est ça. Voilà. Tu préfères gagner une victoire sur tapis vert, Mmh. c'est-à-dire, qu'il y a une pénalité infligée à celui qui a réellement gagné la course? Ouais, mais ça dépend quelle pénalité. Ouais, je sais, mais laisse-moi finir. OK. Ou finir second après une bataille, vraiment où tu t'es mis comme ça, vous vous êtes doublé, redoublé, mais tu as fini 2e. Je pense que je préfère la bataille où on s'est doublé, redoublé, qu'il fasse, trop de track limit pour, en fait, arriver à faire cette bataille-là et du coup qu'il gagne quand même parce qu'il a fait les track limit Ouais. et que du coup là, on le La pénalise. victoire, elle te revient. Voilà, parce que du coup, en fait, ouais, j'étais bien dans les lignes et Bonne cetera. réponse. Donc là, tu vois, là, oui, mais je préfère quand même, gagner. Mais c'est pas ça veut dire qu'il a fait une erreur. Par contre, si c'est juste, pour un truc, lui, il l'a fait en tant que pilote, tout nickel et cetera, qui m'a pas poussé, par exemple, et que là, il s'est pris une pénalité et du coup, il gagne, mais qui m'a poussé avant. Bon, si c'est, par exemple, un truc qui rentre pas en jeu avec, ni son pilotage, ni la performance de la voiture, que c'est un truc, vraiment, bête, on va dire. Heu, alors c'est toujours bien de gagner, mais c'est vrai que, le feeling n'est pas fou, quoi. Ouais, Voilà. ouais et puis sur le podium, en fait, tu as peut-être pas la bonne coupe en plus. Ouais, Je ouais, comprends. voilà. Tu es pour ou contre les track limits? Je suis pour. Mais, disons que s'il y a des bacs à graver ou des trucs vraiment qui te permettent de pas enfin de laisser libre, c'est bien. Mais je suis quand même pour parce que, du coup, faut que mettre des limites, quoi. Tu es pour ou contre, toi? Bah, un peu les 2. À des moments, c'est un peu con. Ah si tu mets pas de track limit, tu peux couper toutes les Non, mais ouais, mais je suis d'accord, mais non, mais d'accord, là, je suis pour les track limits. Moi, si tu veux, il y a certains circuits, où tu peux faire des track limits parce que c'est pas jugé et sur le même circuit, un autre virage, là, ils te mettent des caméras, des transpondeurs et donc en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a, 2 poids, 2 mesures et que, c'est pas une règle qui est, constante. Donc je serais pour à partir du moment où la règle, elle est vraiment constante et établie et tu peux pas faire autrement. Mais à des moments, avec les règles imposées dans le cadre du GT, à des moments, tu peux passer à travers et c'est pas cool. Bien sûr, c'est pas égal pour tout le monde, on va dire et parfois tu peux te faire taper sur les doigts comme parfois non Exactement. et oui, c'est sûr que c'est, pas ouf mais bon après, Il faut bien écouter au briefing. il faut bien écouter au briefing tout le temps. Alors, tu préférais échanger, ta voiture avec Max Verstappen ou avec Sébastien Loeb? C'est-à-dire à prendre la leur. Ah, prendre la leur? Je préfère quand même, ça dépend pourquoi. Si par exemple, c'est pour aller sur de la terre, Non, mais pour du plaisir, là, comme ça, là, maintenant. pour du Je t'ai plaisir déjà dit tac au tac, tu commences à m'embrouiller, à répondre à côté. mais ouais, mais Loeb ou Verstappen? non, mais une F1, la F1, c'est incroyable, la F1. Tu préfères avoir une voiture, ultra rapide en ligne droite, celle qui a la meilleure Vmax, mais qui est un saucisson dans les virages? Ou tu préfères On avoir l'enlève celle-là. mais laisse-moi finir. Ouais, mais je sais que l'autre, elle va aller vite dans les virages. L'autre, c'est ouais, dans les virages, c'est un avion, par contre, en ligne droite, tu avances pas. Tu préfères quoi?
T'avances pas comment? Genre si t'avances Ouais, pas. je sais pas, attends, elle me demande, attends, c'est pas moi qui ai écrit les questions, on me demande pas. Non, mais je préfère aller vite dans les virages quand même. Dans le principe, dans le truc, je préfère aller vite dans les virages. Très bien. Tout le monde peut aller vite en ligne droite. Dernière question. Tu préfères faire une course sans radio ou faire une course sans indication au tableau de bord? Sans radio, genre Chéri FM. T'écoutes Chéri FM, toi? Non, mais c'est la première radio qui m'est venue. D'accord. Mais Moi, c'est la radio de tes parents, ça. certainement, je sais pas. Bonne Non, en fait, tu Non, préfères. non. Non, mais je sais que tu as compris, mais tu préfères ne Ouais, pas sans avoir de rapport. rapport avec ton ingénieur ou avoir un rapport avec ton ingénieur et pas avoir de tableau de bord. En fait, le tableau de bord, il Donc te il n'y a met- pas les vitesses. tu sais rien. Tu n'as pas les tours minutes, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de température, tu sais pas combien il fait, tu peux pas régler la clim, tout ça, quoi. Bah, mais est-ce qu'il a le droit de me mettre un panneau dans Ah les... bah oui, bien sûr. Bah, je préfère avoir mon tableau de bord et qu'il me mette un panneau tous les tours. D'accord. Voilà, Très bien. comme ça, comme il faisait À l'ancienne, à quoi. l'ancienne. Ouais, parfait. Bon, bah merci en tout cas, Bah, c'était merci top. à toi, hein. Merci de nous avoir accueillis. Puis on se retrouve sur le Boco Kart. Et bientôt, donc la première date, rappelle-nous, c'est quand? La première date, alors je l'ai Ah, pas encore annoncé, hein. Je l'ai pas encore. Ah, Mais je vais l'annoncer là dans bah, une semaine. donne-nous le mois. Le mois Ouais. de juin. Mois de juin. Début mois de juin. Très bien. Pour la fête de la musique? C'est la premier week-end, je crois que c'est le 6 ou 7 ou 5. Ok, Je sais pas. d'accord. Donc encore au printemps. Un samedi. Très bien. Merci. Merci à toi.